Bonjour, est-ce que vous savez ce que sont les transferts de gènes horizontaux? Eh ben, ça tombe bien, on va voir ce que c'est aujourd'hui. Classiquement, on estime que les bactéries et les archées se reproduisent par clonage. Quand je vous dis clonage, vous pensez surtout soit à Dolly, soit à Star Wars. C'est bien normal. Mais le clonage, c'est aussi la manière dont les micro-organismes se reproduisent. Ils vont se diviser par scissiparité, c'est-à-dire qu'ils vont donner des clones d'eux-mêmes et former des colonies. En général, les colonies sont les clones d'un même organisme, c'est-à-dire qu'ils sont tous uniques. Et là, il y a un problème, c'est-à-dire que tous les micro-organismes d'une même population ont un génome qui est fixe. Il n'y a pas possibilité d'adaptation au-delà de ce que leur gène leur autorise. Et pour ça, les micro-organismes, dans leur grande sagesse, ont découvert, le sexe. Et on va voir ça aujourd'hui. Ah, la Saint-Valentin, les chocolats, les fleurs, la romance, le restaurant romantique, les petites attentions. En un mot, la Saint-Valentin, c'est avant tout... le fion! Eh bien, les micro-organismes sont exactement les mêmes, d'une manière un peu différente, mais c'est ce que l'on appelle les transferts de gènes horizontaux. Ces transferts de gènes horizontaux, ils se divisent en trois catégories. La transformation, la transduction et la conjugaison. On va voir ces trois mécanismes au fur et à mesure. Mais avant, pourquoi avoir ces transferts de gènes horizontaux? Eh bien c'est très simple. On a des micro-organismes qui sont dans un environnement donné. C'est un environnement naturel, non contrôlé. Et un moyen d'accéder à de nouvelles capacités, si on peut dire, c'est d'acquérir de nouveaux gènes. Et ces gènes, ils vont être transmis. Et comme ils vont être transmis d'un micro-organisme à un autre, sans pour autant passer par une étape de clonage, on dit qu'ils se transmettent de manière horizontale, de manière opposée à un transfert de gènes vertical. Dégage. Par clonage. Comment on s'est rendu compte de ce phénomène? Eh bien c'est très simple. On a analysé des génomes de micro-organismes et on s'est rendu compte que ces micro-organismes présentaient deux types de génomes. Dans un premier cas, on avait ce que l'on appelle le corps génome, le génome noyau. Ce génome, il va être le même, par exemple, d'une bactérie Escherichia coli à une autre. Et en général, ce corps génome ne change pas. C'est quelque chose d'immuable d'une bactérie à une autre de la même espèce. Autour de ça, on va avoir ce que l'on appelle un génome un peu plus souple, un peu plus élastique, qui va être le résultat de la bactérie ou du micro-organisme qui vont acquérir d'autres gènes venant de l'extérieur. Ça a été par exemple observé chez 134 espèces d'archées, notamment chez des méthanogènes, où on s'est rendu compte que beaucoup de leurs gènes issus de leur génome provenaient de bactéries. Ces transferts de gènes horizontaux, ils peuvent paraître un peu bénins, mais notez que c'est en partie à cause de ça qu'on a des phénomènes de pathogénicité chez les bactéries. Ça se trouve aussi chez les archées, notez. Par exemple, on a le cas des alloarchées, qui sont des organismes aérobies, c'est-à-dire qui vivent en présence d'oxygène, et hétérotrophes, c'est-à-dire que leur source primaire de carbone est d'origine organique, et à la base, ces micro-organismes sont connus comme étant des méthanogènes. Des organismes qui sont lithotrophes, c'est-à-dire avec une source de carbone inorganique, et anaérobies, c'est-à-dire qu'ils craignent l'oxygène. Voilà à quelle échelle on peut s'attendre au niveau des changements dus au transfert de gènes horizontaux. Des échanges de gènes, comme en Italie. Et commençons par un mécanisme très connu, depuis bien longtemps, la conjugaison bactérienne, qui a été découverte en 1946 par Edward Tatum et Joshua Lederberg, et ça leur a valu un prix Nobel en 1958, et qui consiste en l'échange de matériel génétique d'une bactérie à un autre par transfert direct. On va voir ça aujourd'hui. Alors la conjugaison bactérienne, c'est une des trois grandes façons d'avoir un transfert de gènes horizontal. Notez que je dis conjugaison bactérienne, mais ça s'applique aussi chez les archées. Et en général, la conjugaison bactérienne est ce que l'on appelle aussi le sexe bactérien. Parce que des termes simples, c'est quand même plus sympa. Alors la découverte que l'équipe a faite en 1946 est due à la recherche d'un mécanisme d'échange de gènes. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait transfert d'un plasmide d'une bactérie à une autre, ce plasmide conférant résistance aux antibiotiques. Oui, ça vous parle, c'est à cause de ça, entre autres. Dans la conjugaison, on a bien souvent transfert d'une petite partie du génome d'une bactérie à une autre. Oh chérie, je t'ai mis 2 litres! On a rarement la totalité du génome. C'est un processus qui est long, qui peut prendre plusieurs heures, et qui est très régulé. Et on va voir pourquoi. Notez que la conjugaison se trouve aussi chez les archées, avec notamment les sulfolobus en 1995, avec la présence d'un plasmide conjugatif. Ça, je vais vous expliquer un peu plus tard ce que c'est. Alors, il y a 4 étapes dans la conjugaison. Il y a la reconnaissance d'une bactérie à une autre, il y a la création du conduit qui va servir au transfert du morceau d'ADN, il y a la production du morceau d'ADN qui va passer d'une cellule à une autre, et enfin il y a l'intégration de ce morceau d'ADN dans le génome de l'autre, ou du receveur. La première étape, la reconnaissance et l'attachement, se fait par le biais des pili.
Les pili, ce sont des espèces de petits poils que l'on peut voir à la surface de certaines bactéries et qui sont des tubes protéiques qui vont être mis en avant pour la détection, la reconnaissance de l'environnement ou d'un hôte, ou dans ce cas-là, de transfert de gènes. Ce sont des filaments protéiques qui ont la forme d'un tube. Rien de bien spécial de ce côté-là. Ensuite, après cette première étape, on a la deuxième étape qui est le transfert du brin d'ADN. Et là, il y a la création de ce que l'on appelle un relaxosome. Le relaxosome, c'est un ensemble de protéines qui vont se greffer sur l'ADN du donneur et qui vont le relaxer. À la fraîche, décontracté du gland. Par le biais d'hélicases, des enzymes qui jouent sur l'hélicité de l'ADN. L'ADN étant une hélice, je ne sais pas si vous le savez, mais voilà, maintenant c'est fait. Et cette hélicase, en partenariat avec ce relaxosome, elle va donc relâcher l'ADN, faciliter son exportation, et faciliter également la synthèse du brin qui va être exporté. Parce que oui, la bactérie donneuse ne donne pas son ADN, elle donne une copie de son ADN, elle ne va pas se suicider non plus. Et ensuite, ce brin d'ADN va rester là, va être un morceau flottant d'ADN, toujours collé au génome, et va être coupé afin de faciliter son exportation au niveau de ce que l'on appelle son origine de transfert, ou orité. Une fois le transfert débuté, on va commencer la troisième étape, qui est la conservation du brin donné. En effet, s'il y a un simple brin d'ADN qui se balade comme ça, tranquillou dans une cellule, en général, il y a de fortes chances qu'il se fasse dégrader. C'est un mécanisme de défense vis-à-vis des infections virales. Et donc, on va avoir un ensemble de protéines de la cellule receveuse qui vont prendre en charge ce brin d'ADN afin de le protéger des enzymes. Ces protéines, elles s'appellent SSB, pour Single String Binding. Pas important, mais bon, dîner mondain. Suite à ça, il y aura ce que l'on appelle des primases, c'est-à-dire des enzymes qui vont aider à commencer une synthèse d'un brin complémentaire de ce brin d'ADN, et enfin avoir un double brin d'ADN. Ce double brin d'ADN, il va se recombiner dans le génome de l'hôte par recombinaison homologue. C'est la dernière étape. C'est l'acceptation ou l'inclusion de ce brin d'ADN dans le génome de l'hôte. Par moment, ce brin d'ADN peut se circulariser et devenir un plasmide. Ce qui est intéressant, c'est que la capacité des bactéries à être conjugatives ou non se fait par l'intermédiaire d'un facteur, le facteur F. Il faut que cette lettre arrive au plus vite. La poste fait au mieux, monsieur. Pour facteur de fertilité. Si on a donc une cellule qui est F+, elle va donc transmettre son matériel génétique à une autre cellule. De manière intéressante, ce facteur F peut aller d'une cellule F+, à un facteur F-. On peut voir ça par exemple comme une infection de zombie. Vous vous faites mordre par un zombie et paf, vous devenez un autre zombie. Et là c'est pareil, vous êtes une cellule qui n'a pas de facteur F et vous recevez ce facteur F. Et vous allez donc être capable de faire de la conjugaison bactérienne. Parce que si vous regardez cette vidéo, j'espère que vous savez déjà faire de la conjugaison. Sinon, c'est que vous êtes très jeune. Et merci de regarder cette vidéo, dans les deux cas. Ça, c'est une des choses qui est requise pour être un donneur. Pour être un receveur, on n'a pas besoin de faire grand-chose, parce qu'il suffit juste d'être capable de maintenir son ADN, ou plutôt de soutenir la réplication de l'ADN, via des primases, les enzymes dont je vous ai parlé, qui assurent la primeur, la primauté, le début Ça va, on a compris. de la synthèse d'ADN. Profite de ça pour vous dire qu'en général, quand il y a une enzyme, son nom finit par ase et sa fonction est devant. Une ligase va servir à lier ou à délier. Une hélicase va agir sur l'hélice de l'ADN. Une primase va agir en tant que primeur pour la synthèse de l'ADN. C'est aussi simple que ça. Il y a quelque chose d'un peu plus folichon au niveau de la conjugaison bactérienne ou archéenne, c'est les plasmides conjugatifs. Alors un plasmide, qu'est-ce que c'est ? C'est un morceau d'ADN qui va se retrouver dans une cellule de bactéries ou d'archée qui va vivre sa vie comme un petit chromosome à côté. Le chromosome chez la bactérie, c'est ce brin d'ADN unique qui va se retrouver là à flotter dans le prokaryote, que ce soit un archée ou une bactérie. Et le plasmide, c'est un petit morceau d'ADN circulaire, toujours, qui va être à côté, qui va servir de complément. Et les plasmides, parmi ceux-ci, il y en a certains qui sont capables de transmettre un facteur conjugatif. C'est ce qu'on appelle les plasmides conjugatifs. J'ai l'impression de me répéter. Alors un plasmide conjugatif, donc ça va être un ensemble de gènes qui vont coder pour leur transfert d'une bactérie à une autre.
Ça a été beaucoup étudié chez les bactéries gram-positives par exemple, vous voyez l'épisode 1 pour plus de détails, et pour une raison toute simple, c'est que beaucoup de ces bactéries étudiées étaient des pathogènes, tels que des Escherichia coli, des Klebsiella, des Shigella ou des Salmonelles, donc des bactéries qui nous donnent la chiasse. Je m'excuse, ça sent un petit peu la merde, hein, quand même, hein. Mais les plasmides ne se limitent pas à se transmettre que de gram-positif à gram-positif. Ils peuvent se promener entre gram-positif et gram-négatif. Ils peuvent même aller, eh bien, plus fou, de bactéries à archées. Et même encore plus fou, ils peuvent se transmettre de bactéries à champignons. Petite chose intéressante, il semblerait que le transfert de gènes de bactéries à archées soit beaucoup plus fréquent que d'archées à bactéries. Si vous savez pourquoi, bah félicitations déjà. Et puis voilà, personne ne sait pourquoi. Mais voilà, petite anecdote, pour briller en société. Alors ces mécanismes, ils sont très régulés. D'une part parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Et dans l'environnement, de l'énergie, il n'y en a pas tant que ça. La compétition est forte, et en général, les sources de nutriments sont assez peu répandues. Et donc pour ça, les bactéries ont mis au point deux systèmes. Un système d'exclusion de surface et un système d'exclusion d'entrée. Le système d'exclusion de surface va produire des pili qui vont empêcher l'ADN de se déplacer du donneur au receveur, ou entre deux donneurs, et le mécanisme de blocage d'entrée va lui empêcher la conjugaison et empêcher le signal d'arrêt et de démarrage de la conjugaison. En gros, ils vont bloquer bien le signal pour dire ça débute. Et c'est quoi l'intérêt de ce genre de mécanisme? Et c'est d'acquérir de nouvelles capacités. En effet, les bactéries dans l'environnement communiquent très intensément. C'est très facile pour des bactéries d'acquérir des gènes de résistance aux antibiotiques par exemple. On voit le cas en ce moment avec la hausse des phénomènes de résistance au traitement. Et les bactéries communiquent énormément entre elles, à tel point qu'on pourrait presque modéliser les communautés bactériennes comme un énorme corps avec chaque bactérie étant une cellule qui vont communiquer entre elles. Mais elles peuvent également acquérir d'autres types de métabolismes, tels que les résistances aux radiations ou aux métaux lourds, l'acquisition de métabolismes pour digérer tel ou tel sucre, ou des îlots de pathogénicité. Les îlots de pathogénicité, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un ensemble de gènes qui vont rendre un micro-organisme pathogène. Et en effet, toutes les souches d'E. coli, par exemple, ne sont pas pathogènes. De la même manière, Escherichia coli ne s'est pas créé un jour et s'est dit « Maintenant que j'existe, je vais faire chier les humains », au sens propre. Et voilà, ce sera tout pour ce qui est de la conjugaison bactérienne. Alors, je dis conjugaison bactérienne, mais gardez en mémoire que ça concerne aussi les archées. C'est un mécanisme très important qui a un impact sur nos vies et qui peut aussi servir à nous, chercheurs. En effet, par la conjugaison, on peut introduire des plasmides dans des micro-organismes pour la création de composés chimiques d'intérêt. Voir l'épisode 1, là où j'ai cité quelques exemples. Ça peut également servir en recherche. Un des exemples, c'est une technique que l'on verra beaucoup plus tard, qui s'appelle la clone-fish, qui permet non seulement de cloner un gène dans un micro-organisme, mais après, d'hybrider une sonde fluorescente pour le rendre fluorescent au microscope. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez plu, n'hésitez pas à le dire aussi s'il ne vous a pas plu, n'hésitez pas à liker et partager sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vivre la chaîne et ça permet de se développer. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes et la suite des transferts de gènes horizontaux.